Quand vous voulez. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Effectivement, donc c'est Marine Legrand, Bernard de Gouvello et moi-même, Fabien Esculier, qui avons préparé cette présentation et nous allons la structurer en deux temps. Donc, c'est moi qui présenterai d'abord et puis Marine Legrand qui présentera ensuite. Par rapport à la commande, je dirais, enfin, l'objectif de travailler sur ces questions du futur, l'idée ici était de montrer par un exemple, celui du programme Okapi, comment est-ce que est abordé cet aspect. Et dans cette présentation, je présenterai plutôt les modalités de fonctionnement de ce programme, ses spécificités, sa genèse. Euh, et Marine présentera plus spécifiquement les méthodologies qui sont mises en œuvre au regard de ces questions de travailler le futur. Euh, L'objet même de la recherche, tel qu'on l'a indiqué dans dans le texte, est lui-même très profondément ancré dans ces questions de rapport entre passé, présent et futur, par le fait qu'on peut qualifier ça d'une rétro-innovation, ce sur quoi nous travaillons, à savoir la séparation à la source dans la gestion des eaux usées. Alors, le programme Okapi, c'est un programme de recherche, nous qualifions usuellement de programme de recherche-action, qui a commencé en 2015 par un collectif de 8 personnes, dont j'ai été à l'époque l'unique personne, je dirais, à temps plein à travailler sur ces questions. Ne venant pas de la recherche, j'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 2018. Et puis, cette recherche est de plus en plus déployée. Aujourd'hui, c'est un collectif d'environ 30 personnes qui y contribuent. Vous avez ici une récente photographie où nous sommes malheureusement masqués à un séminaire récent qu'on a quand même pu tenir au mois de septembre. Pour le présenter succinctement dans ses objets et ses postures, le programme Okapi est un programme qui travaille sur la transition socio-écologique des systèmes alimentation-excrétion, c'est-à-dire, par système alimentation-excrétion, il s'agit de comprendre cette notion usuellement qui s'arrête au terme de système alimentaire, mais finalement en le prolongeant dans les flux de matière impliqués, puisque entre la production alimentaire, l'alimentation par les humains, et puis finalement les excrétions des humains, c'est-à-dire principalement urine et matière fécale, il y a finalement un système qu'étudie le programme Okapi, et pour lequel nous cherchons à la fois à étudier son fonctionnement et à accompagner ses mutations, avec trois particularités. La première, c'est la volonté toujours de conserver une approche systémique, alors évidemment autant que possible, autant que faire se peut, en intégrant les différents enjeux. Donc, on voit ici les différents pictogrammes, que ce soit au niveau des interfaces usagées, des bâtiments, des procédés de traitement, des enjeux agricoles, évidemment, puisque un des enjeux forts, c'est la question du retour au sol des matières. Une deuxième caractéristique, c'est le fait que nous travaillons en interdisciplinarité forte sur les 30 personnes. Il y a probablement une quinzaine de disciplines différentes qui sont représentées, et nous avons 4 axes dans le programme Okapi que nous nommons métabo, agro, socio et démo, c'est-à-dire des approches d'études du métabolisme territorial, je dirais, avec, entre autres inscriptions dans des disciplines d'écologie territoriale et d'histoire, un axe agro qui mobilise plus des dimensions agronomiques, mais aussi écotoxicologiques, un axe socio qui va mobiliser l'anthropologie, la sociologie, la géographie, etc. Et puis des démonstrateurs que nous suivons. Voilà, axes qui sont évidemment très interdépendants et non étanches. Et puis la troisième particularité du programme Okapi, c'est le caractère tourné vers l'action, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de mener de la recherche, mais en parallèle de chercher à sensibiliser sur ces questions, à animer les acteurs impliqués sur ces enjeux-là, et également à accompagner un certain nombre d'acteurs, principalement publics, qui s'orientent vers des manières alternatives de faire fonctionner ces systèmes alimentation-excrétion et en particulier gérer les urines et matières fécales humaines. Alors,
Finalement, en réfléchissant aux trajectoires personnelles des différentes personnes qui contribuent aujourd'hui au programme Okapi, on constate certaines similitudes euh, qui expliquent aussi la façon dont fonctionne ce programme aujourd'hui. La première, c'est un engagement assez fort sur les thématiques environnementales, qui sont évidemment pas anodines en termes de l'engagement qu'elles induisent, en termes de relations à ces thématiques. La deuxième, c'est que c'est une posture de recherche-action, c'est-à-dire en lien avec les différentes actions qui peuvent en découler, avec un engagement assez fort. Et en particulier, le programme Okapi a d'une certaine manière émergé du programme Pirensen, hein, qui est un programme qui a plus de 30 ans désormais et qui est justement structuré avec ce lien fort avec des acteurs opérationnels, dont l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et un certain nombre des approches, des thématiques, des enjeux qui sont abordés dans le programme Okapi proviennent aussi de ces travaux et de ces postures qui existent au sein du Pirensen. Enfin, on retrouve chez un certain nombre des participants du programme Okapi une double culture, à la fois en sciences humaines et sociales et en sciences biophysiques et de l'ingénieur. Alors, je n'ai pas mis de liste complète des membres du programme Okapi, c'est sur notre site internet, mais on peut citer les parcours de Bernard de Gouvello, donc ingénieur de formation avec une thèse en sociologie, le parcours également de Sabine Barle, qui est notre discutante et qui est membre du programme, le parcours de Marine Legrand aussi, avec une formation en écologie, puis une thèse en anthropologie. Et enfin, moi-même, une formation principalement d'ingénieur, avec on va dire plus une coloration que vraiment une acculturation en sciences humaines et sociales, voilà, qui induisent que cette approche est assez partagée au sein des membres d'Ocapi, d'avoir ces doubles volets. Alors, de façon assez, en focalisant sur la façon dont j'ai vécu ce programme Okapi, il me paraissait intéressant de partager comment est arrivé le sujet et donc cette relation aussi au futur dans ce programme. Je pense qu'il n'est pas trop faux de considérer que la séparation à la source, donc l'idée de gérer urine et matière fécale autrement que par le tout à l'égout, en les séparant, provient à la base du regard d'un ingénieur sur une apparente aberration. Donc ici, je vous mets succinctement un schéma qui présente les flux d'azote. Alors, j'ai extrait certains flux d'azote du fonctionnement du système alimentation-excrétion de l'agglomération parisienne que nous avons étudié en détail dans un article publié en 2018. En bon ingénieur, j'ai représenté le métabolisme humain par un carré, évidemment, et par des flèches représentant les flux. On voit qu'en fait, un Parisien, enfin, un habitant de l'agglomération parisienne, en moyenne, ingère 4,9 kg d'azote par personne et par an. Cet azote, c'est les protéines qui sont contenues dans notre alimentation. Et puis, notre métabolisme est ainsi fait qu'on excrète 4,9 kg d'azote par personne et par an. Cet azote, très majoritairement, il est sous la forme d'urée dans nos urines. Donc, on a besoin de manger des protéines et on excrète de l'urine. C'est comme ça que fonctionne le corps des animaux en général, enfin des humains plus spécifiquement. Et eh bien, les connaissances de la physiologie des animaux et des plantes montrent que les plantes se nourrissent justement d'urée et synthétisent des protéines avec l'urée. Donc, on a une symétrie à peu près totale entre le métabolisme humain et le métabolisme des plantes, dont se nourrissent les humains principalement. Et quand on regarde comment cela fonctionne aujourd'hui sur l'agglomération parisienne, on constate que pour produire de la nourriture, on met 21 kg d'azote de synthèse industrielle sur les champs, qui provient donc de procédés à beurre Bosch extrêmement consommateurs en hydrocarbures fossiles et qui représente à peu près 1% de toute la consommation d'énergie de la planète et à peu près de la même manière aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, de l'autre côté, les excrétions qui aujourd'hui vont dans l'égout sont gérées, bon an, mal an, par des stations d'épuration qui préservent les milieux aquatiques et qui produisent des boues de stations d'épuration dans lesquelles on retrouve 0,2 kg d'azote. Alors, voilà, l'approche, je dirais, un peu
primaire d'ingénieur en regardant ça, c'est de dire mais c'est complètement crétin. D'un point de vue d'une simple logique d'optimisation des flux, en tout cas qui pour moi était très spontanée avec une formation d'ingénieur, on regarde ça et on se dit qu'est-ce qui s'est construit comme système. Alors, partant de ce constat que j'ai développé et étayé dans ma thèse, finalement, l'autre caractéristique de mon approche sur ces questions, c'est le fait que j'ai eu une approche d'abord d'action publique avant qu'elle soit de recherche. J'ai été particulièrement marqué pendant ma formation d'ingénieur. J'ai intégré l'école polytechnique en 2003 et je pense que c'est pendant ma formation que j'ai pris conscience de façon extrêmement aiguë de l'incompatibilité entre le mode de fonctionnement des sociétés industrielles occidentales et le respect de limites planétaires permettant une vie bonne pour tous dans les décennies à venir. Et je pense que cela a produit chez moi une certaine une remise en cause extrêmement forte de tous les développements extrêmement pointus des sciences de l'ingénieur ou biophysique qui pouvaient m'être enseignés, car il me semblait que l'assise de ces développements était totalement inadaptée au fait de permettre de produire des développements pertinents pour l'humanité. Et je cite cette phrase que j'aime beaucoup, que j'ai découverte récemment seulement d'Isabelle Stengers: que peut-on fabriquer aujourd'hui qui puisse éventuellement être ressource pour celles et ceux qui viennent dans la situation actuelle qu'on peut appeler de crise globale peut-être. Je pense que ça fait maintenant 15 ans que c'est une question qui m'habite et donc, je cherche à savoir ce que je peux essayer de faire de moins stupide pour essayer de contribuer au schmilblick dans cette situation. Et étant à l'école polytechnique, j'ai eu la possibilité d'intégrer le corps des ponts et chaussées, qui s'appelle maintenant le corps des ponts, eaux et forêts. Et c'était au moment où se crée le ministère de l'écologie et du développement durable. Et donc, j'ai intégré ce corps avec une motivation très forte que je conserve toujours aujourd'hui, d'idée d'essayer de contribuer dans une mission de service public à favoriser la transition de notre société vers des modes de fonctionnement qui soient soutenables. J'ai donc travaillé pendant 6 ans dans différentes administrations, ministère de l'écologie en direction régionale, agence de l'eau Seine-Normandie, et finalement la recherche a émergé du fait que je connaissais ce sujet depuis un certain temps, la question d'imaginer gérer autrement les urines et matières fécales, mais c'est sur le cas particulier du développement du Grand Paris sur lequel je travaillais de façon opérationnelle et où nous avions remis un rapport au préfet de la région Île-de-France indiquant que le projet du Grand Paris, on ne savait pas comment il pouvait être soutenable, donc compatible avec le respect des limites planétaires, avec les projections à la fois climatiques et de population qui étaient faites, et que finalement, une fois que ce travail a été fait, ce rapport a été rendu, il ne m'a pas semblé qu'il y ait une inflexion majeure des politiques publiques pour rendre nos sociétés soutenables. Or, c'est la vocation qui m'a fait rentrer dans ce corps, et donc j'ai cherché comment je pouvais essayer de contribuer au mieux que je pouvais à ces enjeux de transition et sur une thématique finalement qui est venue professionnellement. Et alors, après un grand tour d'horizon des acteurs potentiels, ce sont des chercheurs finalement qui ont fini par me proposer d'aborder ces questions par la recherche. Et je pense que j'ai une affinité particulière à ce mode aussi de travail et de pensée. Et finalement, le programme de recherche au CAPI s'est construit sur cette base. Et voilà, ce que je voulais surtout mentionner, c'est le fait qu'il s'est agi avant tout d'adresser un problème d'action publique avant de déployer une méthode de recherche. Et ça explique aussi de cet ancrage très fort du programme OCAPI dans la recherche, dans l'action, pardon, dans la façon évidemment dont moi je le vis. D'ailleurs, donc les premiers financeurs du programme OCAPI, c'était le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne et l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui avaient des demandes vis-à-vis du programme et qui l'ont ancré immédiatement dans l'opérationnalité. Il y avait d'ailleurs
dès le début dans le programme Okapi comme objectif de favoriser l'émergence de projets pilotes qui puissent permettre de donner à voir ces questions innovantes et de les travailler. Donc, c'était vraiment, dès le début, orienté par la demande des financeurs de cette manière-là. Et puis, très spontanément, j'ai beaucoup fonctionné en réseau pour travailler. Et je pense qu'on peut dire que finalement, j'ai probablement mis les 3 ans de ma thèse pour découvrir, j'ai sûrement pas encore fini, ce que signifiait mettre en œuvre une méthodologie de recherche. Je pense que j'ai vraiment commencé la fleur au fusil, comme on dit, à me lancer dedans sans vraiment avoir de démarche de recherche bien définie. En tout cas construite au fur et à mesure. Et voilà, donc je mentionne le réseau de l'ASTE, avec lequel une première conférence avait été faite en 2014, l'association Arceau Île-de-France Recherche et collectivité dans l'eau, dont Marine Legrand, moi-même et Jean-Pierre Tabuchy du SIAP sommes co-animateurs d'un groupe de travail spécifique sur la séparation à la source, avec un grand nombre de collectivités, d'entreprises, de chercheurs, etc. Le réseau de l'assainissement écologique qui fédère un grand nombre d'acteurs qui portent les questions de retour au sol de l'engrais humain, et puis le Pyrensen que j'ai déjà mentionné. Alors, dans ma thèse, j'ai eu une approche beaucoup basée sur la biogéochimie et les calculs de flux, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure. J'espère qu'on peut aussi peut-être un peu considérer qu'il y a un certain nombre de travaux qui relèvent de l'écologie territoriale. Et en tout cas, dès le début, j'ai eu une volonté très forte de croiser toutes les disciplines possibles et imaginables en découvrant au fur et à mesure, évidemment, que ce n'était pas possible de tout faire, mais je pense que ça m'a toujours habité au sens où conserver une approche systémique du problème nécessite de le prendre en compte dans l'ensemble de ces aspects. Et si on regarde, par exemple, la définition de l'écologie territoriale que propose Sabine Barle, on y voit effectivement la nécessité d'inclure à la fois sur la base d'une compréhension matérielle des flux de matière et d'énergie, les éléments sociaux, économiques, politiques, juridiques, etc., qui guident le fonctionnement de ces sociétés et leur relation à leur environnement. Donc, voilà, sur cette base, je dirais, il y a, à mon sens, deux ouvertures principales qui nous intéressent ici pour parler du futur qui ont été faites. La première, c'est de donc travailler cette articulation passé, présent, futur via l'étude des trajectoires socio-écologiques. Ici, je montre un graphique extrait d'un article que nous avons publié avec Sabine il y a 2 ans et qui montre sur la partie donc, sans pointillé le taux de recyclage, si on prend uniquement la courbe du bas par exemple, le taux de recyclage de l'azote présent dans les excrétions des habitants parisiens entre 1800 et 2000. Et puis, en pointillé par la suite, un scénario possible de mise en œuvre de séparation à la source sur le territoire de l'agglomération parisienne et qui puisse permettre de retrouver une circularité dont on voit qu'elle a donc eu son pic vers 1900 et puis une décroissance jusqu'à aujourd'hui. Ces trajectoires, cette notion de trajectoire socio-écologique sur la base de quantification de flux physiques permet effectivement de décrire et d'apporter une forme de description d'éléments historiques et tout en permettant aussi de faire des scénarios et qui donc permettent de montrer un certain fil directeur entre le passé, l'explicitation du présent et des futurs possibles. Un autre élément extrêmement fort, c'est celui en particulier vrai dans la question de la séparation à la source, c'est que, si on reprend le cas de Paris, mais c'est valable au niveau de la France, il y a eu une mise en œuvre extrêmement forte de valorisation des urines et matières fécales humaines à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et donc, effectivement, on se pose aujourd'hui la question de non pas évidemment refaire ce qui a été fait, mais en tout cas, on peut retrouver un certain nombre de choses et tirer des leçons des pratiques passées. Et en ce sens, l'étude du passé paraît extrêmement féconde pour éclairer les futurs possibles. On peut penser par exemple au fait que les modèles économiques qui ont pu exister par le passé peuvent permettre aussi d'éclairer les modèles économiques potentiels futurs de demain sur ces questions, etc.
Je montre ici aussi un résultat, finalement, pour ne pas être que descriptif du fonctionnement du programme. Un des résultats de cette recherche qui vise aussi à comprendre de façon globale le fonctionnement des sociétés dans le temps et dans l'espace, c'est que finalement, par rapport au retour au sol des urines et matières fécales humaines, on voit que pour toutes les sociétés humaines, il y a finalement deux enjeux qui sont en tension. C'est celui de la salubrité et celui de la circularité, c'est-à-dire circularité, le retour au sol des urines et matières fécales pour la fertilité des sols, et puis la salubrité, le potentiel en particulier venant des matières fécales de transmission de maladies qui peut limiter ces aspects-là. Et typiquement, si j'essaie de tracer un peu à main levée la trajectoire de l'agglomération parisienne sur les derniers siècles, on était dans des systèmes qui étaient a priori relativement linéaires, mais plutôt salubres. On est passé au début du 19e à des systèmes linéaires et insalubres, puis il y a un gain de circularité, restant relativement insalubre, s'améliorant au fur et à mesure en termes de salubrité. Puis on a l'impression qu'il est finalement revenu plus ou moins à la case départ aujourd'hui, et donc à une certaine case départ. Et donc voilà, on a cette capacité aussi à re-questionner les tensions qui se font jour aujourd'hui et demain sur ces enjeux au regard des trajectoires passées d'un territoire. Cette articulation passé, présent, futur, elle est aussi permise dans le cadre de modélisation et de scénario. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure pour les flux d'azote, on voit ici sur un article de Gilles Billen et al. Le fonctionnement des flux d'azote dans l'agglomération parisienne aujourd'hui et puis des scénarios possibles d'évolution pour demain. L'autre ouverture forte, c'est celle de ce souci d'être toujours dans l'inter, voire la transdisciplinarité, alors intimement lié à cette posture d'écologie territoriale et de socio-écologie, puisqu'il s'agit d'étudier cette partie à l'interface entre les sociétés humaines et leur environnement biophysique, et donc de bénéficier de ces deux approches pour comprendre comment elles peuvent évoluer. Et l'autre aspect de ce dépassement disciplinaire, pour ainsi dire, c'est aussi de constater l'insuffisance d'une approche purement scientifique pour étudier et embrasser globalement ces enjeux de transition qui finalement nous dépassent tous. Et donc, voilà les limites, et Marine donnera un certain nombre d'éléments pour aller plus loin là-dessus, sur comment développer une approche systémique, quelle passerelle mettre entre recherche et action, recherche avec une certaine quête d'objectivité, et puis individu subjectif, recherche et politique. Peut-être je peux mentionner aussi une particularité dans la rédaction de ma thèse. Je suis arrivé vers la fin du manuscrit à ces questions de décrire des futurs possibles, et finalement, assez spontanément, m'était venu sous la plume la rédaction de récits que j'ai finalement réalisé. Et je voulais citer une anecdote, c'est qu'un de ces récits consistait à décrire la mise en place d'un réseau citoyen de personnes qui décident de ne plus uriner dans leur toilette à eau et de faire collecter ces urines. Et un an après la publication de ma thèse, j'ai reçu un appel d'un collectif citoyen qui est à Bordeaux, qui s'appelle la Fumainerie, et qui a mis en place un tel système. Et donc c'est vrai que c'était assez extraordinaire de voir ce lien extrêmement fort entre la recherche menée et puis des réalisations qui se font. Et c'est quelque chose que nous vivons, je dirais, presque au quotidien dans le programme Okapi, vu le bouillonnement qu'il y a autour des questions de séparation à la source. Voilà, je conclurai avec un autre exemple de cette même nature. C'est ma thèse en 180 secondes que j'avais présentée en 2018, avec ce schéma théorique de l'utilisation des urines humaines comme matière fertilisante pour produire du blé et permettre de boucler les cycles. Et le plaisir que nous avons aujourd'hui à réaliser effectivement ces circulations avec une approche de recherche en passant, mais également une visée de démonstration. J'ai ici, du coup, tristement avec moi, donc un petit biscuit fait avec notre farine de blé fertilisée à l'urine humaine. Comme on est tous en visioconférence, je ne peux pas malheureusement proposer une dégustation pour incarner encore plus cette démarche de recherche, action, création et incarnation, on va dire. Mais je suis heureux de vous le présenter au moins sur la caméra.
Donc, je vais prendre le relais pour la deuxième partie de cet exposé en rebondissant sur ce magnifique mot d'incarnation. En revenant sur certains des éléments qu'a présenté Fabien et en présentant d'autres, pour focaliser maintenant notre attention sur ce qu'on met en œuvre au sein d'Ocapi, et en particulier donc, dans l'axe sciences sociales que je connais le mieux, auquel je participe et que je participe à coordonner. Ce qu'on met en œuvre en termes d'expérimentation méthodologique et formelle par rapport à des démarches d'enquête, on va dire conventionnelles en sciences sociales. Alors, sciences sociales, c'est un peu large, on est surtout ici un collectif structuré entre anthropologie, sociologie, géographie et histoire. Nos objets d'enquête et nos méthodes d'enquête habituelles sont plutôt donc, des pratiques contemporaines, des pratiques sociales qu'on va aller étudier via observation participante, entretien semi-directif, pour une part, hein, et puis d'autre part, donc, des travaux d'archives pour ce qui est de l'approche historique. Donc, approche historique qui est plus particulièrement mise en œuvre par Étienne Dufour dans le cadre de sa thèse sur les politiques biogéochimiques. Donc, en ce qui me concerne, j'ai rejoint le programme Ocapi en 2018, juste avant la soutenance de thèse de Fabien. Et donc, finalement, ce qui était inauguré dans le dernier chapitre de sa thèse, on a continué à l'étendre et à le faire exister via nos différentes expérimentations. Tu veux passer ? Première approche, pour poursuivre ce qui a été évoqué, c'est celle de la mise en récit des transformations en cours qui vise à leur mise en discussion. Donc, il ne s'agit pas de construire des prophéties autoréalisatrices, mais de construire des narratifs qui permettent de mettre en discussion ces sujets qui sont des sujets actuels, qui peuvent devenir des sujets controversés d'ailleurs, enfin, qui le sont déjà en fait, et qui demandent donc à être mis en débat. Donc, première expérimentation par rapport à cette question des récits, c'est celle des ateliers d'écriture, alors que moi je m'étais déjà en œuvre précédemment sur d'autres sujets, dans d'autres expériences, notamment au sein du collectif Art Sciences Kawi, duquel je fais partie. On a travaillé beaucoup sur la question des sols, alors ça tombe bien, finalement il y a une parenté ici. Donc on avait travaillé à l'époque à donner la parole aux êtres vivants des sols. Ici, donc dans les ateliers d'écriture que je propose, on essaye de mettre en scène les repas du point de vue des aliments ingérés. Donc là, on est typiquement dans cette tentative d'incarner les flux métaboliques et donc de travailler cette notion du métabolisme à l'articulation, évidemment, entre quelque chose d'organique, de corporel, avec toute l'histoire derrière, donc physiologique que ça suppose, et celle des flux de matière et d'énergie dans les territoires, avec toute leur socialisation. Donc ça passe aussi par des expériences textuelles et graphiques qui également essaient de travailler cette question des flux de matière organique en essayant de diversifier les formes de représentation et les formes d'analyse donc de ces flux de matière au-delà des boîtes et des flèches dont parlait Fabien tout à l'heure, sans leur dénier toute leur valeur évidemment, mais l'idée c'est vraiment de diversifier pour essayer d'atteindre une approche de ces questions dans toute leur complexité. Donc, au-delà du texte et de l'image, il y a la scène, il y a les moments où on se rencontre, et c'est là qu'on peut vraiment mettre en discussion les choses. Donc, l'expérimentation qui consiste donc à produire du pain à partir de blé fertilisé à l'urine humaine, elle s'inscrit aussi dans un travail de mise en scène. Donc, on a travaillé avec Fabien, avec une designer, Louise Raguet, puis un accordéoniste, donc autour d'un spectacle aujourd'hui, Boucle d'or, qui consiste à revenir sur ces questions du cycle de l'azote en repartant dans une histoire, alors ici qui est très longue, puisque dans ce récit, on repart aux origines de la vie sur Terre, et puis on arrive à aujourd'hui. On a en commun avec Fabien cette propension à toujours en revenir au Big Bang quand on commence à se poser des questions, c'est-à-dire d'où ça vient cette idée. Et ben, en fait, là, on l'a fait, quoi. On est vraiment allé jusqu'au Big Bang, et donc ça nous permet de raconter des histoires sur les flux de matière qui nous traversent aujourd'hui en nous rebranchant à cette matière originelle de l'univers dans lequel on habite. Et donc voilà, c'est un terreau très riche pour la mise en discussion de ces sujets-là. Évidemment, ici, le fait de pouvoir partager un aliment nous permet de nous confronter directement à cette possibilité de cultiver
notaire autrement, quoi. Est-ce que moi, qui suis dans ce public à la sortie de cette conférence, est-ce que je vais le mettre dans ma bouche ou pas, quoi. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez fort et qui nous place en situation de réfléchir très concrètement au sujet dont on parle. Et aussi, du coup, à exprimer la diversité des risques qu'on perçoit. Là, je parle en tant que personnes qui vont assister à ces discussions, qui peuvent être donc tout un chacun. Et donc, voilà, nous, c'est des informations qu'on collecte et qu'on analyse après. Donc, en fait, ici, il ne s'agit pas de sensibilisation seulement, ou de diffusion des connaissances, mais d'outils de recherche pour nous en retour, puisque les paroles qui sont partagées dans ces événements-là, elles nous servent aussi, nous, à comprendre de quoi il est question, quelles sont les problématiques qui sont soulevées, quels sont les problèmes que perçoivent et que conçoivent les gens avec lesquels on est amené à discuter, qui sont très diversifiés. Voilà, autre exercice de style, je dirais, enfin, c'est vraiment un exercice pratique qui est aussi un exercice de réflexion collective qu'on a mis en œuvre avec Louise Raguet également. Ce sont des visites guidées autour de démonstrateurs. Ici, donc, le démonstrateur Azuris, qui consiste à collecter l'urine des urinoirs masculins d'un bâtiment du campus Descartes, le bâtiment Coriolis. Et donc, l'idée mise en œuvre lors de ces visites guidées, c'est d'aller de la cantine jusqu'aux toilettes à eau du bâtiment Carnot, où en fait, on constate qu'aujourd'hui, on fait nos besoins dans l'eau potable, puis de revenir en arrière pour aller vers ce nouveau chemin. Donc, en fait, ici, la bifurcation technique, socio-technique, on la pratique, on chemine à l'intérieur, finalement. Donc, le campus apparaît un petit peu comme une maquette de ville dans laquelle on chemine et dans laquelle, à nouveau, on peut discuter de ces sujets, confronter nos points de vue, apporter de l'information, évidemment, et recueillir des témoignages en retour. Donc, ici, ces visites, elles se sont plutôt adressées à des professionnels de l'aménagement et à lors des Future Days, donc qui sont des grands raouts, on va dire, de l'innovation et de la ville durable. Donc, c'était assez intéressant de constater qu'en fait, ces visites avaient énormément de succès par rapport à d'autres types de sujets liés à la ville durable. Et voilà, ce qui peut paraître un peu outcast, je dirais, en fait, attise une certaine curiosité. Et alors, dernier élément, donc ici, on est dans quelque chose d'un peu plus classique, finalement, mais qui se nourrit de toutes les réflexions précédentes. C'est la conception d'un atelier de scénarisation collective à partir d'outils qui permettent donc, de se placer sur un territoire fictif où on va aller avec... alors pour l'instant, on l'a fait au sein de notre équipe de recherche parce qu'on l'a créé l'année dernière. Depuis, on ne peut pas faire d'événements publics vraiment. Où on va aller donc mettre des groupes autour d'une table pour s'interroger sur les moyens de construire de A à Z une filière de séparation à la source en contexte urbain, donc de gestion séparée et de valorisation des excréteurs humains, donc, avec donc, des contraintes de départ et derrière les outils. Et les acteurs vont être décidés par les personnes en présence, ce qui va leur permettre également de confronter à la fois leur savoir à chacun, leur positionnement respectif, mais aussi leurs lacunes, justement les informations dont ils auraient besoin pour pouvoir faire des choix éclairés sur ces sujets-là. Et donc le but, c'est de s'adresser plutôt à des acteurs de l'aménagement, des collectivités locales, avec cet outil-là. Donc là, on est à la limite de l'accompagnement de projet, mais on n'y va pas complètement. Donc voilà, deuxième approche, celle du repérage des signaux faibles, où là, on revient à des méthodes d'enquête plus classiques, je dirais, mais qui s'attachent donc à percevoir des phénomènes qui sont très marginaux aujourd'hui, perçus comme tels, notamment donc, celui du développement des toilettes sèches. Alors ça commence à se normaliser, mais c'est quelque chose qui est vraiment marqué par la marginalité, donc les toilettes à compost, et dont on constate qu'en fait, si ces dynamiques se développent dans des situations singulières très peu nombreuses, en fait, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre malgré tout sur les transformations en cours. Donc, un exemple qu'on peut citer à ce propos, c'est donc celui d'un habitat participatif qui est situé en plein cœur de l'agglomération grenobloise, où les habitants ont décidé, donc ils sont 6 foyers, de composter leur matière fécale dans leur jardin. Les urines partant tout à l'égout. Donc ça a fait l'objet d'une étude de cas dans le cadre du projet de design, projet donc interdisciplinaire auquel on a contribué, donc financé par l'AMR, donc mené
coordonné, enfin, pour ce qui est de cet axe d'étude de cas par Aurélie Jovignon, qui est géographe. Et donc ici, voilà, l'étude de cas portant sur ce collectif d'habitants nous éclaire sur les modes d'organisation, sur les représentations que ces habitants ont de la gestion de leurs effluents, mais aussi nous éclaire sur ce qu'on analyse comme la construction d'un commun en matière d'assainissement, avec l'idée que ici on a des citadins qui décident délibérément de se mêler de la gestion de leurs excréta, la gestion de ce qui relève aujourd'hui du service public, et qui, donc, dans la civilisation du flush and forget, comme on peut l'appeler, en tout cas dans le triptyque toilette à chasse d'eau, égout, station d'épuration, échappe tout à fait à nos possibilités de décider de la façon dont on gère les flux urbains. Une troisième approche qui s'ajoute aux précédentes consiste, au-delà d'étudier des situations émergentes marginales, de faire émerger des situations. Et donc là, en fait, on arrive à la question de la démonstration qui s'ajoute donc à celle de la mise en scène. On est vraiment, finalement, on se rend compte qu'en fait, on fait un petit peu les deux en même temps. Quand Fabien racontait tout à l'heure donc le passage d'un cycle, enfin d'une filière circulaire théorique sur l'agglomération parisienne à sa mise en œuvre. Alors cette mise en œuvre, elle est réelle aujourd'hui, donc avec les expérimentations au champ sur le plateau de Saclay, la production de ce pain avec ce boulanger, sa dégustation collective, etc. Mais cette mise en œuvre est mise en scène via les récits qu'on en fait. Ça nous amène à quelque chose de plus conventionnel qu'on essaye aussi de mettre en œuvre. Donc ici, dans le cadre du projet E3S, autour de la construction d'un écoquartier à Châtenay-Malabry, on a essayé de lancer la construction d'un démonstrateur sur le sujet d'un nouveau rapport à l'eau, aux nutriments dans le bâtiment, donc en mettant en œuvre une filière de collecte sélective à l'échelle d'urine à l'échelle d'un bâtiment démonstrateur au sein de cet écoquartier. Bon, ça fait 2 ans qu'on a commencé, pour l'instant, rien n'a été possible. On espère que ça aboutira finalement, mais de la difficulté de mettre en œuvre des logiques de démonstration avec des acteurs conventionnels de la fabrique de la ville. Ce projet-là, c'est vraiment ça qui nous apprend, quoi. Donc, le passage de ce qu'on racontait précédemment autour de Boucle d'Or et de là, donc de se mêler de la fabrique de la ville au sens le plus conventionnel du terme, et encore les écoquartiers, on est vraiment dans ces tentatives quand même d'expérimentation, en théorie du moins. Là, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué et on se heurte à énormément d'obstacles institutionnels et techniques. C'est extrêmement intéressant de découvrir tous ces obstacles-là, quoi. Et alors, quatrième approche, celle qui consiste à soutenir les acteurs de terrain. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'une recherche-action, c'est-à-dire qui est en prise avec des situations concrètes où le geste de collecte d'informations n'est pas séparé de celui de soutien aux initiatives en cours. C'est particulièrement mon cas, puisque moi j'ai une double mission au sein d'Ocapi, qui est celle de recherche et d'animation de réseau. Donc le moment de l'enquête, le moment de la restitution, le moment de l'échange et de l'apport d'informations aux acteurs ne sont pas vraiment dissociés. Donc finalement, je suis plus dans des enquêtes par distanciation qu'autre chose de ce point de vue-là. Mais tous autant qu'on est au sein d'Ocapi, on est sollicité par des acteurs de terrain, que ce soit des groupes d'habitants, des particuliers, des associations, des collectivités locales, pour leur apporter de l'information et pour éventuellement les accompagner dans la construction de projets de filières de séparation à la source. Donc l'auberge, c'est un habitat participatif là, qui est en train de se construire en Bretagne avec 24 logements, et la ville de Paris, qui sont extrêmement moteurs sur le sujet, donc ont prévu d'équiper un écoquartier entier en collecte séparative d'urine, donc le quartier Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Donc là, ça nous pose une question, celle des limites entre la recherche qu'on mène, qui assume son engagement et sa dimension impliquée plutôt, et celle d'une posture d'AMO, c'est-à-dire d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc de relecture de cahier des charges, de choses qui sont beaucoup plus opérationnelles. Donc on travaille
en dialogue étroit avec des acteurs qui font de l'AMO, mais nous, on n'en fait pas. Par contre, voilà, pareil, la limite, le moment où s'arrête la recherche, n'est pas toujours évident à distinguer. Donc, ça fait l'objet de réflexions au sein du programme. Donc, voilà pour ces différentes approches. Et donc, pour conclure, je voulais, en connivence avec Fabien et Bernard, proposer quelques pistes pour la discussion. Donc, on a constaté en échangeant sur nos pratiques et ce qu'on essaie de construire collectivement. Donc, on parle de démarche systémique, on parle aussi souvent de démarche holiste, c'est-à-dire qu'on essaye de considérer tous les aspects d'un problème. On n'a pas non plus la prétention de tous les distinguer, les identifier. Donc, moi, je suis un peu réticente à utiliser ce terme de holisme, qui est souvent celui qu'on oppose à celui de réductionnisme. Voilà, donc je propose de manière broussailleuse là le terme d'arréductionnisme, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas être dans une approche réductionniste, mais plutôt évidemment, à l'instar d'Edgar Morin, d'être dans cette approche de la complexité qui consiste à distinguer et relier. Donc à chaque fois qu'on observe quelque chose, on en constate la complexité, les différentes facettes, donc ces facettes, on essaie de les distinguer tout en conservant les liens entre elles. Voilà, d'une part, et d'autre part, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déconstruit les systèmes sociotechniques actuels en les observant, en les explorant, en les disséquant quand même un peu, mais notre but est de reconstruire autre chose. On n'est pas dans une démarche de critique pour la critique, mais bien, on pourrait dire, de critique constructive, mais au sens où on essaie de construire quelque chose, de participer à construire un avenir plus soutenable. Alors, la question qu'on se pose, c'est celle de la dissociation entre la gestion des excréta et la gestion de l'eau. Donc, pour faire ça, il y a plein de manières de procéder, mais donc simplement 3 pistes ici. Donc, il y a cette approche généalogique qui consiste à revenir dans les moments passés, alors, de façon au moins de le faire, celle de voir les époques auxquelles on se réfère quand on découvre donc la construction des systèmes actuels d'assainissement, des époques auxquelles il y avait de la circularité, mais aussi plus récemment les moments où, dans le cas de l'émergence des toilettes à compost, il y a d'autres voies qui se sont soulevées, alors même que la dimension, on va dire, hégémonique du tout à l'égout était en train de se mettre en place. Donc il y a toujours des voies discordantes en fait, à chaque époque qui se distinguent, et donc c'est intéressant de les observer, alors sans avoir trop de prétention vis-à-vis de la discipline historique par rapport à ça, mais simplement en ne la négligeant pas, en ne la laissant pas de côté, pardon. Et puis en dialoguant avec des historiens, évidemment, des historiennes. Deuxième démarche, celle de la réflexivité, c'est-à-dire quand on parle de système alimentation-excrétion, donc c'est un concept dans lequel qui est notre objet de recherche commun, mais en même temps, on est capable de déconstruire. Donc, on revient à cette idée de boîte et de flux tout à l'heure. L'approche systémique elle-même, elle est intéressante à déconstruire, justement, pour aller vers cette idée des diversités des représentations et des analyses, de manière à pouvoir rendre sensible la question du métabolisme urbain, sensible au sens large, aussi bien commensurable avec notre expérience quotidienne, mais aussi, pardon, là je me perds, mais je vais conclure, donc d'une part commensurable avec notre expérience quotidienne, mais d'autre part dépassant la question de l'analyse quantitative de flux, puisqu'il s'agit également d'êtres qui entrent en relation les uns avec les autres. Et on en vient à une approche systémique ici qui se distingue de celle, par exemple, que met en œuvre l'école de Stockholm, donc des systèmes socio-écologiques, mais ici qui se met en œuvre vraiment, je dirais, les mains dans le cambouis, avec vraiment cette dynamique de recherche-action qui, à la fois, appréhende la complexité de ces questions-là, mais en même temps, est dans la mise en œuvre et dans l'expérimentation sur le terrain, dans l'émergence des situations, impliqué vraiment au sens où on a les pieds et les mains dans le
terrain qu'on essaye de comprendre. Donc, la théorisation de cette approche systémique, elle est raisonnablement limitée, je dirais, puisque ce qui nous importe, nous, c'est que les choses se déplacent, se construisent. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un empirisme par rapport à ça, mais qui ne nous empêche pas donc, d'en faire une analyse réflexive, évidemment. Voilà. Plaisir d'ouvrir la discussion sur ces pistes un tantinet sérieuses, évidemment, mais c'est comme ça que c'est bien. Merci beaucoup pour cette intervention à deux voix et pour avoir mâché le travail à Sabine, mais tel que je connais Sabine, elle ne va pas se laisser faire et elle va proposer ses propres pistes de discussion également. Et oui, en fait, c'est plus exactement des pistes d'analyse pour nous que des pistes pour la discussion qui vient. J'en profite donc pour remercier à nouveau Sabine de s'être prêtée au jeu de la discussion et donc je lui passe la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup Marine et Fabien et Bernard, même s'il n'est pas là de cet exposé. Bon, alors Fabien a dit que je faisais partie du projet Okapi, mais j'y suis très peu active pour être tout à fait honnête. Donc, il y a toute une partie des éléments qui ont été présentés aujourd'hui que je découvre, en particulier toute la démarche qu'a exposée Marine, dont j'avais entendu parler, mais sans vraiment en voir toute la richesse. Donc, pour commencer, moi, je veux dire que je suis complètement épatée par ce que vous faites. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce que j'insiste sur le fait que j'y suis très peu, j'en fais très peu partie, donc ce n'est pas de l'auto-louange, hein, au contraire. Et en particulier, par cette volonté que tu as énoncée, Marine, en finissant, d'avoir une approche systémique qui soit, qui dépasse les boîtes et les flèches finalement, qui est un peu le prisme dans lequel on est enfermé, dans lequel quand on essaye d'entrer dans ces approches systémiques et ces approches socio-écologiques. Bon, je suis désolée, ils sont en train de changer toutes les fenêtres dans mon immeuble et donc ça fait poum, poum, poum et ça risque de durer pendant tout le temps. Voilà, alors après, en fait, ce que vous avez présenté en termes de questionnement, bon, ça rejoint beaucoup des miens, puisqu'il se trouve que dans le cadre du programme Pirensen, on a engagé un certain nombre de démarches prospectives, donc de réflexion sur des futurs, alors qui initialement n'étaient pas urbains, mais étaient plutôt des futurs agricoles, puis sont devenus agroalimentaires, et puis qui maintenant sont agroalimentaro, territoriaux, urbains, machinaux, trucaux. Et tout ça, ça nous pose beaucoup de questions. Et moi, j'aurais déjà deux points que j'aimerais mettre sur la table et sur lesquels peut-être on pourrait échanger. Le premier concerne la question de l'histoire. Alors, dans le titre de l'intervention, et puis tu l'as redit, Fabien, vous avez inscrit cette notion de rétro-innovation, mais finalement sans vraiment élaborer sur cette question de ce que c'est qu'une rétro-innovation. Bon, moi, je ne suis pas persuadée que la séparation à la source des urines à Saint-Vincent-de-Paul, ça soit de la rétro-innovation. Ça m'amène Enfin, moi, la question, ce que je me dis par rapport à… Pardon, c'est un peu confus ce que je vais dire, mais je vais y arriver. Et Olivier, il m'a dit, tu n'as rien à préparer, il faut juste que tu viennes causer. Donc, voilà, moi, j'ai fait comme il m'a dit. Donc, dans un premier temps, moi, quand j'avais travaillé sur ces questions du 19e siècle, bon, j'avais été tout à fait épatée par tout ce qui avait été fait à cette époque-là, tout en étant… enfin, comment dire… bon, je veux dire, tout en étant épatée, mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de savoir pourquoi ça a capoté. Puisque finalement, si on s'intéresse à la transition, il faut aussi se demander pourquoi ce truc qui nous paraît aujourd'hui intéressant, donc la valorisation, je vais le prendre au sens large, valorisation des urines et des excréments, pourquoi finalement on l'a abandonné. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le pourquoi du comment, mais je veux plus l'évoquer en termes de réflexion sur le futur. Et on voit bien que si on l'a abandonné, c'est notamment pour des raisons qui sont complètement extérieures au système alimentation-excrétion.
Ce qui signifie que si on veut réfléchir à comment le retransformer, la question qui se pose, c'est comment est-ce que l'on peut prendre en compte ces variables qui sont complètement extérieures. Si je prends, enfin, je vais le dire de façon caricaturale parce que je ne veux pas causer trop longtemps, mais on sait bien que le procédé Haber-Bosch, donc il a été mis au point dans un premier temps pour fabriquer des explosifs, qui est très lié à l'industrie de l'armement, et que cette mise sur le marché de quantités astronomiques d'azote liées à la création d'usines d'armement a largement encouragé la transition vers ces engrais industriels. Et là, on se dit, oui, ok, mais ça veut dire que si je m'intéresse à contrario à une nouvelle transition, alors qu'est-ce que je fais de l'armement ? Bon, alors bien sûr, là, je force le trait, hein, mais ce qui amène vraiment à se poser la question du périmètre de notre réflexion. Et encore une fois, si je reviens à la question historique, hein, à ce qui fait que ce qui explique l'abandon plutôt que ce qui explique la croissance d'un système qui nous paraît aujourd'hui source d'inspiration en tout cas ou de réflexion. La deuxième chose que montre aussi l'étude de ces systèmes au XIXe siècle, c'est qu'ils vont main dans la main avec l'essor d'une industrie capitaliste qui mobilise des capitaux importants, qui mobilise des spéculateurs, des investisseurs, des banques, etc., et qui finalement vont mettre leur pognon là parce qu'il y a du pognon à faire, justement, et puis qui ont fini par le retirer parce qu'il n'y en avait plus à faire. Et on peut dire que ce qui a aussi fait la fin de ces systèmes, comme d'autres systèmes circulaires datant du 19e siècle, c'est ce qui a fait leur croissance. Leur croissance a été liée à la révolution industrielle, à l'industrialisation, et leur effondrement est lui aussi lié à l'industrialisation, mais à la poursuite du processus d'industrialisation. Donc là aussi, ça nous questionne sur qu'est-ce que ça signifie du coup pour nous quand on réfléchit à une forme de transition que nous jugeons souhaitable. Mais encore une fois, je n'ai pas la réponse, c'est juste que ça me tarabuste. Voilà, donc ça c'est pour la dimension historique de la trajectoire, etc. etc. Après, mais d'une façon tout à fait liée, si on réfléchit maintenant à l'avenir, moi, il y a une question que je me pose depuis un moment par rapport au projet Okapi, mais j'en ai déjà parlé à Fabien, donc il ne sera pas surpris. C'est la question, je vais le dire de façon un peu, peut-être brutale, hein, mais encore une fois, c'est plutôt mes doutes et questionnements que j'essaye de partager avec vous, de l'enfermement dans une solution. C'est-à-dire que vous avez fait un choix. Donc, d'un côté, vous dites alimentation, excrétion, puis finalement, on arrive à séparation à la source. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent ce choix, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais plus généralement par rapport à une réflexion sur le futur, la question que je me pose, moi, c'est comment est-ce qu'on fait avec le doute, et en particulier quand on veut être dans la recherche-action, puisque quand on défend vous, moi, qui que ce soit, une certaine solution que l'on juge bonne, on ne peut pas laisser place au doute. On doit dire à la ZAC Saint-Vincent-de-Paul et aux acteurs de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, ce qu'il faut faire, c'est la séparation à la source. Et je ne sais pas comment vous arrivez à gérer, gérer, ce n'est pas un très joli mot, mais peut-être à faire avec cette situation un peu schizophrène, qui est que d'un côté, il faut, pour faire avancer le schmilblick, donc pour aller vers ce futur que vous souhaitez, il faut appuyer sur une solution et point. Et puis de l'autre côté, je suppose qu'en scientifique ou tout simplement en être pensant, vous pouvez vous dire, ouais, mais peut-être qu'il y aurait d'autres solutions ou pas. De toute façon, la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, elle est toute pourrie, donc il ne faudrait même pas la faire. D'ailleurs, est-ce qu'il faut la faire, la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose par rapport à cette affaire de penser le futur et surtout d'être agissant dans ce futur et cette transition que souhaitez. Et puis, à nouveau, toujours en lien avec ce que j'ai dit avant, la question qui se pose aussi dans cette réflexion sur le futur, c'est à nouveau celle du périmètre, puisque on voit bien que, et ça moi, ça me
travaille pour cette affaire de prospective Pirensen, que si on veut, on voit à peu près en matière de, par la simulation, grâce à des modèles complexes auxquels je ne comprends rien, mais qui ont l'air de marcher, qu'on peut dessiner un futur souhaitable du point de vue du cycle de l'azote, par exemple, qui serait le fameux scénario bio-local demi-tarien qui a été élaboré au sein du Pirensen avec Gilles Billen et Josette Garnier. Le problème, c'est qu'on voit bien que si on transforme le système, supposons qu'effectivement le bassin de la Seine devienne un bassin en agriculture biologique, polyculture élevage, avec tous ses habitants demi-tariens. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ce système-là change sans que tout change ? Et donc, à partir du moment où on ouvre cette boîte de comment imaginer ça sans que tout change, donc ça veut dire qu'il faut arriver à faire changer toutes les variables, mais on arrive directement à une question politique. C'est-à-dire que, certes, on peut avoir la posture du signal faible qui est très intéressante, mais il n'empêche que le dur, c'est Veolia, c'est je ne sais pas qui, les industriels de l'engrais et toutes ces sortes de choses. Et du coup, ça pose la question de la nature des exercices prospectifs qu'on peut faire au-delà de simulations quantitatives qui ne sont pas exactement de la prospective au sens franco-français du terme. Voilà, bon, je vais m'arrêter de causer parce que ça fait trop longtemps que je cause. Mais voilà les quelques éléments que je voulais discuter avec, mettre à la discussion. Ah oui, je voulais juste dire que tu as dit, Fabien, que c'est ton regard d'ingénieur qui t'a permis de voir l'aberration du système. À mon avis, ce n'est pas du tout le cas parce que ce sont des ingénieurs qui ont produit ça et qui continuent à produire ça. Donc, ce n'est pas une question, à mon avis, de regard d'ingénieur. Mais bon, passons. Une fois que quelqu'un prend la défense des ingénieurs, ce n'est pas la peine de t'attaquer. Bon, enfin, d'accord. Alors, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces pistes effectivement très importantes de discussion. Je ne sais pas comment vous voulez vous organiser pour réagir, mais allez-y. Merci beaucoup Sabine, c'est très riche. Marine, plein de choses qui me viennent à l'esprit, comme toi je suppose, pour répondre. Ouais, moi je réagirais plus volontiers sur la question de l'enfermement dans les solutions, les derniers éléments qu'a présenté Sabine. Donc on peut se partager les choses en partie de cette façon-là, si tu veux. Ok. Qui commence, c'est surtout ça. Il faut que sache qui commence. Vas-y. Je commence alors si tu veux. Oui, mais merci Sabine. Je ne pourrais pas retisser tous les fils de ce que tu as donné parce qu'on n'aura pas le temps, mais je te remercie beaucoup. C'est très riche d'ouvrir tout ça et ça me parle énormément. Et puis même si tu as souligné le caractère modeste de tes participations dans le programme Okapi, en tout cas tel que moi je l'ai vécu, ça a été extrêmement fort, et en particulier sur ce lien sciences humaines et sociales et sciences de l'ingénieur. Je pense que tu as quand même très fortement participé à secouer l'ingénieur vis-à-vis de ces enjeux pour ouvrir les façons d'appréhender ça, et je te remercie encore beaucoup, Sabine. Là où je te rejoins tout à fait dans tout ce que tu indiques, c'est que souvent, il me semble que dans cette recherche, nous avons commencé à tirer sur un fil qui finalement est une sorte de microfil, celui de comment est-ce qu'on gère les urines et matières fécales dans la société, dont d'ailleurs la thématique n'est pas totalement anodine. Et pour revenir sur l'aspect ne regarder qu'un bout ou être enfermé dans une solution, je pense que c'est aussi parce que dans cet enjeu de système alimentation-excrétion, c'est un sujet qui était et qui est toujours relativement orphelin, et que finalement, il s'agit plus d'articuler une
une façon de le mettre en lumière par rapport à ce caractère un peu orphelin, et aussi parce que je pense que les déchets, de façon générale, dans cet enjeu de nécessité de transition, ont une place extrêmement importante, parce qu'ils représentent justement ce qui n'a pas de valeur et cause une grande partie des problèmes et notre relation à ces déchets. Bref, en tout cas, il me semble que en commençant à tirer sur un fil que j'ai explicité par un problème, je dirais, purement mathématisable de quantité d'azote qui circule et qui ne revient et qui part dans l'environnement et ne boucle pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que depuis 6 ans, l'intégralité de la société vient. C'est-à-dire qu'on commence un tout petit peu par se dire, tiens, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas uriner ailleurs? Et que arrivent en fait toutes les questions je ne sais pas, par exemple, d'égalité d'accès des genres à des sanitaires dans les espaces publics, d'organisation de l'économie et des systèmes capitalistes de gestion par le passé et aujourd'hui de ces systèmes. Et finalement, moi, j'ai l'impression que effectivement, la remise en cause induite par ces façons de questionner progressivement un micro-sujet aboutit à une remise en cause très profonde. Et là-dessus, je ressens moi-même une évolution dans mon discours. J'ai l'impression qu'en 2015, quand c'est monté au CAPI, c'était le moment où il commençait à être possible de dire on va étudier ce sujet et potentiellement ça peut être sérieux. Alors que je me souviens en 2008-2009 avoir travaillé dessus et avoir l'impression que c'était à peu près inaudible, mais que l'état de compréhension des problèmes actuels est suffisamment avancé pour que des remises en cause aussi fortes que celles de la gestion de nos urines et matières fécales soient bien plus audibles aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on avance très fortement dans ces capacité à parler de remise en cause beaucoup plus forte. Et je pense en particulier à la publication des rapports du GIEC, de l'IPBES, du Haut Conseil pour le climat, qui disent aujourd'hui textuellement il n'est pas possible de continuer à vivre tel que nous le faisons. Et je pense que ces institutionnalisations du constat sont extrêmement fortes et permettent effectivement de dire que, oui, l'ensemble de l'édifice revient avec, et c'est l'ensemble de l'édifice qu'il faut repenser. C'est à la fois abyssal et à la fois extrêmement enthousiasmant parce que ça donne une cohérence d'ensemble aussi aux travaux, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de repenser la toilette, mais également le fonctionnement des sociétés et l'inscription d'un système alimentation-excrétion au sein de toutes les autres voies de fonctionnement de notre société. Dernier point sur lequel je voulais rebondir, je te laisse la parole, Marine, par rapport à la difficulté à accompagner et à soutenir un certain nombre d'initiatives ou à prendre propositions, etc. Il me semble qu'effectivement, il y a une nécessité de se compromettre finalement. Et je pense que par rapport à la portée politique de ce travail, j'ai l'impression qu'une des réponses, deux éléments peut-être que je peux citer, moi, qui me guident là-dessus. Le premier, c'est que, d'ailleurs, sur des conseils de lecture de Marine, j'ai été très enthousiasmé par la découverte du pragmatisme. Et donc, cette notion dans laquelle il ne s'agit pas ni de définir une éthique par pardon, je ne trouve plus les mots, des postures a priori ou bien un conséquentialisme, mais en fait d'écrire comment nous répondons à la situation. Et je trouve ça effectivement extrêmement éclairant de s'attacher plutôt à s'intéresser aux fins et aux moyens et d'écrire ce que nous fait faire cette situation avec une grande humilité, d'assumer le caractère nécessairement limité de ce que nous pouvons faire. Et en particulier, je trouve que ça joue sur les questions d'échelle. Et je pense que, peut-être pour forcer un peu le trait, on peut dire que
où j'ai toujours vissé au corps l'idée que face à cette crise globale, j'espère participer à sauver le monde. Voilà, un mot qu'on entend souvent dans les bouches, je pense, des jeunes étudiants. Et je pense que moi, la traduction qu'a eu les questionnements que lui pose Sabine sont beaucoup traduits en termes d'échelle. C'est-à-dire qu'il me semble que finalement, s'attacher à des modifications qui sont à l'échelle du problème est une posture finalement qui pose un certain nombre de problèmes. Et finalement, j'ai l'impression de m'intéresser à des travaux, des actions, des recherches aussi qui peuvent porter sur des petites échelles et qui donc ne sont pas à l'échelle du problème, mais qui pour autant me paraissent plus facilement permettre d'accorder au mieux ces visions globales et ces exigences globales, parce qu'on peut tricoter malgré tout aujourd'hui, trouver des espaces, souvent un peu petits, on a parlé des marges de la fabrique urbaine, dans lesquels peuvent davantage se réaliser ces exigences plurielles. Voilà. Alors, pour réagir à mon tour sans être concise, mais je te remercie beaucoup pour tes apports et tes questions, Sabine. J'ai envie de partir de la fin de ce que tu disais entre la cabane au fond du jardin et Veolia. Comment on se positionne à la fois en termes de flux que ça représente. Finalement, la cabane au fond du jardin, ça ne représente pas grand-chose par rapport au souhait qu'on peut avoir d'un retour du mutualisme ville-campagne. Et puis voilà, est-ce qu'en s'intéressant à ces pratiques qui sont ponctuelles, qui sont singulières, qui sont marginales, est-ce qu'on s'attaque au cœur du problème? Et enfin, comment on prend position par rapport à tout ça, quoi. Alors, une manière je sais pas comment on peut dire, d'assumer cette posture, d'assumer cet engagement tout en restant chercheur par rapport à ça, que moi j'ai l'impression d'autres collègues aussi qui sont venus à Okapi par l'extérieur. Moi, c'est pas mon bébé depuis toujours, le pipi caca. Moi, j'ai travaillé sur d'autres sujets. Je travaille en général sur l'écologisation des pratiques d'aménagement, l'introduction de réflexions concernant les problématiques écologiques dans l'aménagement urbain. Et donc ici, moi, le choix que je fais, c'est de m'intéresser à ce qui se produit aujourd'hui, d'une part, donc à constater effectivement qu'aujourd'hui, c'est dans les marges que se développent ces pratiques-là, depuis un moment maintenant, c'est-à-dire pratiques de gestion alternative ou de retour au sol des excréments humains en vue d'une production alimentaire ou en vue d'une réinsertion dans un certain nombre de cycles. Mais d'autre part, à assumer de puiser dans ces sujets des ressources créatives, quoi. Donc là, je suis plus tout à fait dans la posture de recherche, mais plutôt dans celle comment on peut dire, c'est ce dialogue avec l'utopie, quoi, mais c'est d'assumer de les écrire soi-même, quoi. Et donc avec, de ce point de vue-là, des postures politiques et éthiques qui sont affirmées, quoi, avec des valeurs qui sont affirmées et qui ne se cachent pas derrière leurs petits doigts, quoi. D'équité, notamment. Enfin, et de relations de don contre don avec les autres vivants, etc. Enfin, il y a des postures vraiment qui sont complètement affirmées là-dedans. Et puis évidemment, un regard sur les régimes industriels, extractivistes, capitalistes qui sont critiques et qui permettent justement, alors là je reviens à la cabane au fond du jardin à Veolia, de voir d'une part qu'aujourd'hui on est dans un moment où les acteurs institutionnels, pas institutionnels mais les majors, on va dire, de l'eau commencent à s'intéresser à la gestion séparative des excréta humains, puisqu'ils nous sollicitent, ils commencent à s'intéresser. Enfin, là, on n'est plus dans une pratique qui est si marginale que ça. Enfin, ça commence à s'institutionnaliser, à se normaliser, etc. Donc, en fait, on est à un tournant, sans doute, de ce point de vue-là, qu'il est important d'interroger.
Donc, quand on dit qu'on s'intéresse aux pratiques existantes, c'est aussi à ça, quoi. C'est aussi à cette arrivée de ces acteurs industriels sur le sujet, à cette tentative de construire des modèles économiques, etc. Et donc, ce qui permet en même temps, du coup, du fait de la posture critique et peut-être utopique dont je parlais tout à l'heure, de regarder en quoi la valorisation, enfin la gestion séparative des excréta humains, elle est ou non finalement porteuse de changement aussi par rapport aux problématiques qu'on rencontre ici, quoi. C'est pas, je dirais qu'on essaie de ne pas s'enfermer dans le solutionnisme, dans la mesure où pour moi c'est un sujet de recherche, quoi, la séparation à la source des excréta. J'essaie d'en aborder les différents enjeux, quoi. De voir quels sont les enjeux de société que ça soulève, cette question, quoi. À partir du moment où on propose ça, qu'est-ce que ça soulève comme question, quoi. Donc, ce n'est pas tout à fait une démarche promotionnelle de ça, très spécifiquement, mais plutôt qu'est-ce qui se joue comme enjeu de société autour de ça par rapport à la question de la transition et du dépassement des problèmes que nous pose aujourd'hui le modèle de production extractiviste en contexte capitaliste. Voilà, pour le dire très clairement. Enfin, moi, c'est vraiment ces questions-là qui me préoccupent, je veux dire, sur le plan... Enfin, c'est ça qui guide ma recherche, quoi. Donc, de ce point de vue-là, on regarde les choses de différents côtés en même temps, quoi. Voilà. Je pourrais continuer, mais on va peut-être laisser la place à d'autres questions. Merci. En tout cas, effectivement, il nous reste quelques minutes là pour une ou deux ultimes questions. On a déjà parcouru pas mal de terrain. Moi, j'avais des questions qui recoupaient un peu celle de Sabine, et en particulier sur les exigences de réflexivité que tu évoquais, Marine, à la fin de la présentation. Je m'étais demandé au moment où tu en parlais si cette réflexivité s'appliquait aussi finalement au principe de la séparation des urines à la source, c'est-à-dire en quoi cette approche ou cette solution, si on peut dire, est toujours ou pas toujours en cohérence avec les finalités ou les supérieures, ou les orientations supérieures de transition vers des systèmes agroalimentaires plus durables. Est-ce qu'on a toujours finalement congruence, ou est-ce qu'il n'y a pas des situations où finalement cette solution devrait être placée au second plan par rapport à d'autres choses? Je ne sais pas, hein, donc je me fais un peu l'avocat du diable, mais on peut dire que si on voulait systématiser à l'échelle de l'agglomération parisienne le principe de la séparation des urines à la source, ça demanderait des investissements tout à fait considérables en termes, je ne sais pas comment il faut dire, infrastructurels, et investissements qui pourraient aussi être placés dans d'autres procédés ou en partie dans d'autres procédés au service des mêmes finalités. Donc, est-ce que ce type de questions, vous les croisez dans vos approches? Est-ce que parfois la focalisation sur la séparation des urines à la source finalement n'occulte pas d'autres transformations des pratiques qui pourraient être tout aussi souhaitables d'un point de vue plus général, plus praticables, moins coûteuses, plus transformantes? Ce n'est pas forcément le cas, mais est-ce que ce genre de questions, vous les croisez dans vos travaux ou pas? Et si oui, qu'est-ce que vous en faites? Peut-être je peux commencer par un contre-exemple. Je peux dire quelque chose sur... Ouais. Oui. Donc, en fait... Tu n'as pas de caméra, Bernard, bien sûr. Ah, pardon, si je vais la mettre, mais comme je ne suis pas bien coiffé, j'ai hésité à le faire. Ah oui, mais moi, je suis toujours bien coiffé, c'est ça mon avantage. Donc, je coupe, voilà. De façon pas aussi radicale que ce à quoi tu invites en termes de prise de recul. Je pense qu'il y a quand même, et notamment dans le projet Design, dans lequel on a mené cette étude sur Grenoble, mais aussi sur Saint-Vincent-de-Paul, il se pose quand même la question du caractère compatible entre, comment dire, l'implantation de la filière et la fabrique de la ville. Et donc, il y a toute une réflexion sur, comment dire,
les configurations urbaines. Quand même, et donc, il y a quand même ça. Alors, effectivement, ça reste lié à, comment dire, à ces enjeux de séparation, hein, mais ça amène à penser différentes, différentes formes de filières, et ça peut conduire à dire qu'il y a des endroits où c'est décemment pas raisonnable, voilà, de penser ça. Voilà, il y a quand même cet élément-là, voilà, que je voulais quand même apporter, parce on se pose énormément de questions sur, comment dire, la façon dont ces trucs peuvent être gérés, peuvent fonctionner, doivent être conçus, comment les acteurs peuvent coopérer ou pas. Voilà, donc ça conduit, c'est la configuration urbaine dans sa matérialité, mais aussi dans son organisation, voilà, qui est questionnée au travers de ça. Je vais apporter cet élément. Je peux peut-être ajouter qu'un contre-exemple par rapport à ce qu'on essaye de faire, ce serait par exemple l'économie d'énergie dans le bâtiment. On essaye de ne pas regarder cette question en silo, mais en lien avec la fabrique de la ville de façon plus générale dans les articulations qu'elle a avec son milieu de vie. Je ne sais pas si mon vocabulaire est tout à fait adapté là, mais c'est-à-dire quelle est la place de l'eau, comment la matérialité urbaine s'organise avec le cycle de l'eau, avec la production alimentaire, etc. Donc il ne s'agit pas seulement de dire, bon voilà, on garde tout comme c'est, mais maintenant, les urines, on va les gérer autrement, mais vraiment que ce soit un support aussi de transformation plus large, quoi. Et dans les démarches de recherche-création, là, je ne sais pas si c'est le bon terme que tu as évoqué, est-ce que l'articulation entre ces différents, disons, registres de transformation des pratiques domestiques, on pourrait dire, ou des pratiques individuelles ressort d'une manière ou d'une autre, et qu'est-ce que ça vous apporte finalement dans la démarche de recherche? Alors, il n'y a pas que ce que je fais, mais il y a deux choses peut-être. Alors, si je reprends moi sur mes propres expériences, il y a cette idée de l'articulation entre les échelles qui revient de manière complémentaire à ce que disait Fabien tout à l'heure, que je rejoins complètement. Cette idée d'être en capacité de se placer à toutes les échelles à la fois, c'est-à-dire être capable de voyager, entre guillemets, de l'infiniment petit de nos cellules à l'échelle des territoires, et donc de naviguer entre différents registres de savoir, différents registres disciplinaires par rapport à ça. Et donc il y a d'autres modes d'expression, notamment littéraires, qui permettent de faire ça en fait sans être expert de chaque question, mais en naviguant de l'un à l'autre. Donc, en quoi les pratiques domestiques vont aller interroger quelque chose qui se passe à l'échelle du cosmos, etc. Enfin, donc, c'est pas ça qui va nous donner des solutions qu'on va pouvoir aller présenter sur la table lunaire de telle ou telle commune demain, mais sur le plan cognitif, c'est extrêmement fertile, évidemment, quoi. Après, je reprends au récit de Fabien qui se plaçait vraiment à ces différentes échelles et à ces différents degrés d'ambition. Peut-être que tu veux en rajouter par rapport à ça, Fabien? Oui, je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Olivier. Je pense qu'effectivement, la posture qu'on essaie d'avoir au sein du programme, c'est clairement pas celle de la solution séparer l'urine à la source partout, tout le temps, etc., comme l'a très bien explicité Bernard. Mais je pense qu'en revanche, avant tout, la notion de remettre au débat la question de la gestion des urines et matières fécales. Et effectivement, la disparition des urines et matières fécales du débat public nous semble être un élément sur lequel, entre autres, les questions de séparation à la source permettent de remettre en débat ces sujets-là. Et en ce sens, il me paraît effectivement à la fois important et, je l'espère, vertueux de mettre sur la table ce pain fertilisé à l'urine pour faire exister un débat désormais occulté, et qui me fait d'ailleurs songer dans cette occultation à des questions qui reviennent systématiquement, mais au fait, si on sépare l'urine, combien ça coûte? Et
Et en fait, la plupart des acteurs occultent totalement les 2 milliards d'euros qu'on vient de réinvestir dans l'agglomération parisienne pour refaire totalement les stations d'épuration de l'agglomération. Et effectivement, voilà, typiquement des sortes d'acquis maintenant de la société, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si jamais on devait mettre une toilette à séparation d'urine dans un bâtiment, il faudrait payer cette toilette. Mais personne, entre guillemets, n'a vu quasiment les 2 milliards d'euros d'investissement qui viennent d'être consentis pour un bout du tuyau. Donc voilà, vraiment cet objectif, et je ne dis pas d'ailleurs, quand je dis ça, qu'il ne faut pas faire cette station d'épuration et qu'il faut mettre les toilettes à séparation d'urine. Je dis qu'il faut remettre en débat l'ensemble de ces questions. Et peut-être après, d'un point de vue un peu plus explicatif, dans ma thèse, j'ai conduit une démarche d'analyse de la circularité des systèmes d'alimentation-excrétion existants aujourd'hui dans le monde occidental, c'est-à-dire quelles organisations des systèmes d'alimentation-excrétion permettent un retour au sol effectif en termes de flux de matière et d'azote en particulier dans les excrétions humaines. Et il s'est avéré que dans le tour que nous avons fait, il n'y a que la séparation à la source de l'urine qui a émergé comme étant quelque chose d'existant aujourd'hui et qui permet des systèmes circulaires. D'où un intérêt particulier pour cette technique spécifique. Pour autant, le fait que n'existe pas aujourd'hui d'autres façons de faire ne préjuge pas du tout sur l'absence d'intérêt qu'il y a à imaginer faire autrement. Et c'est sûr que nous travaillons énormément dans à la fois penser et essayer d'accompagner la complémentarité je dirais, des différentes échelles et des différents niveaux où on se situe le long des chaînes entre l'habitat, la séparation à la source et puis ce qu'on peut appeler le bout du tuyau. Donc, voilà, essayer d'y répondre succinctement. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et le programme lui-même et la discussion qui suscite là qui est vraiment au cœur des choses qu'on veut discuter dans ce séminaire, c'est-à-dire quelle place pour les chercheurs finalement non seulement dans la recherche sur la construction des futurs urbains, mais dans la construction des futurs urbains elles-mêmes. Donc, merci à tous les 3, 4, je ne sais pas comment vous dire, en tout cas, Fabien, Marine, Bernard, Sabine, pour cette discussion. On fait une pause, du coup, un peu plus courte que ce que j'avais programmé, puisqu'on va reprendre à 15h40 avec la présentation de Jorn Monstadt, qui est donc professeur à Utrecht aux Pays-Bas, mais qui est aussi chercheur invité au LATS et à Paris-Est. Là, alors, sauf qu'il est invité, mais il ne peut pas venir. Voilà, Jorn qui apparaît sur vos écrans. Il est invité, mais il ne peut pas venir parce qu'il est quarantainé aux Pays-Bas. Mais tout ça va s'améliorer et on peut espérer que soit juste avant, soit en tout cas juste après l'été, on pourra le rencontrer en chair et en os à Paris et à Marne. Donc, on reprend à 15h40 et justement, Jorn va intervenir sur cette question d'alignement des temporalités qu'on a évoquée ce matin en marge de la présentation d'Antoine. Et je pense que on aura encore une bonne matière à discussion. Donc, bonne pause et à tout à l'heure, à tout de suite. Merci Olivier.